Alors j'ai ceci de particulier que dans l'ensemble de mon travail, vous l'aurez peut-être remarqué, une très grosse majorité de mes livres s'adressent aux tout petits enfants. Et d'ailleurs, j'emploierai certainement plusieurs fois cet après-midi le mot bébé. Et peut-être qu'avec vous, c'est moins nécessaire de le préciser parce que vous n'avez pas exactement le même background, enfin le même... oui, enfin c'est pas exactement ce mot-là que je veux dire, mais soit le même environnement, voilà, professionnel que un public auquel j'ai l'habitude de m'adresser, bien sûr, qui est celui des personnels d'accueil de la petite enfance, pour qui un bébé en crèche, c'est entre 0 et 9 mois. Parfois, ça se tire jusqu'à 1 an, mais quand on a 1 an, on n'est plus un bébé. Alors, c'est-à-dire qu'on passe chez les moyens, puis chez les grands. Et donc, moi, j'emploierais le mot bébé, entendez-le comme ça, au sens où Françoise Dolto l'entendait, c'est-à-dire qu'elle disait qu'un enfant entre 0 et 3 ans évolue de son statut de bébé à le statut de petit enfant qui, petit à petit, va lui permettre de sortir aux alentours de 3 ans de cet état de bébé. Et en particulier parce que elle entendait par bébé ce temps de la vie d'un petit enfant pendant lequel son axe de référence, c'est sa mère, son père, ses figures d'attachement, et qui petit à petit, évidemment, ce cercle va s'agrandir, et voilà, et l'enfant va acquérir doucement un début d'autonomie. Hein, d'accord. Vous avez, comme moi, sans doute des enfants dont on s'est rendu compte que c'est un peu plus compliqué que d'aller de 0 à 3 ans. Il reste quelques petites bricoles à apprendre. Mais bon. Donc voilà, quand je dis bébé, entendez-le par ce petit enfant entre 0 et 3 ans, qui est une grande partie de mon lectorat, mais par personne interposée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que j'ai découvert, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse partie de ma vie d'auteur, ces rencontres, mais j'ai découvert à quel point, si on veut que les livres arrivent aux bébés, il faut que les adultes les leur lisent. Et il faut que aussi on permette aux adultes lecteurs de découvrir ce qu'est un petit lecteur bébé. Je pense que l'adage « les livres c'est bon pour les bébés » commence à être bien ancré, en tous les cas dans la tête de beaucoup d'entre nous, à la faveur d'un livre vraiment très intéressant que vous connaissez peut-être, écrit par Marie Bonafé, dont le titre est « Les livres c'est bon pour les bébés ». Si vous ne le connaissez pas, prenez note parce que c'est vraiment... Alors ça ne se lit pas vraiment comme un roman, hein, vous mettez ça dans les toilettes et puis vous le lisez par petits bouts. Mais c'est prodigieusement intéressant comme recherche qui est très utile. Marie Bonafé, qui est la présidente encore de l'association Accès, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, puisque Accès sont les initiales de Action culturelle contre l'exclusion et la ségrégation, et surtout c'est le nom d'une association qui a œuvré depuis maintenant près de 35 ans, je crois, pour que les livres aillent jusqu'au tout petit, et surtout aussi pour qu'on découvre ce que c'est qu'un bébé lecteur. Et moi, je vais en partager je vais partager un peu de ces connaissances avec vous, non pour m'instaurer en théoricienne de la lecture au bébé, loin de là, mais une grande partie de mon travail s'adressant aux tout petits, j'ai à cœur de partager avec vous tout ce que j'ai découvert sur les compétences absolument insoupçonnables des tout petits enfants à qui on raconte des histoires. Et donc, à ce titre, soutenir, je l'espère, auprès de vous, le désir de leur lire mes livres, finalement. Et quand je dis des compétences insoupçonnables des bébés, je vais en partager certaines petites bribes avec vous. Je n'arriverai pas à tout vous raconter, tellement la vie m'a donné d'en observer l'extrême complexité, en réalité. Mais voilà, c'est important de ne pas oublier que dans l'adage « les livres, c'est bon pour les bébés », il y a le mot « bébé ». Et que donc,
ce sont des petits lecteurs particuliers, qui ont des comportements particuliers, dont une bonne partie sont liés à leur état de bébé. Et par ailleurs, nous déroutent grandement. Et voilà, moi je vais, dans le partage que j'ai envie d'avoir avec vous cet après-midi, insister là-dessus. Parce que ces comportements sont tellement... peuvent être très éloignés de ce que nous avons comme modèle d'un petit lecteur attentif. Et ce modèle-là étant, en gros là, pour dire des choses vite, le petit enfant assis en face de nous, la bouche en cœur, les yeux arrondis et nous écoutant d'un bout à l'autre d'une histoire, en allant jusqu'au bout, en restant assis, en ne parlant pas, en n'intervenant pas. Quand on fait ces lectures-là et qui sont là, sidérés, parce que j'aime bien ce mot-là, sidérés, parfois, attentifs pour certains, bien sûr. Bien sûr, ce qui cache le métier, c'est que certains sont dès la naissance ces petits lecteurs-là dont on a tant de bonheur à leur raconter des histoires. Mais pas tous, Et dès la naissance, la motricité accompagne l'activité de la pensée chez le bébé. Et elle peut être à ce point nécessaire que pour certains enfants, s'il n'y a pas la possibilité de passer par le mouvement, une histoire ne peut pas arriver jusqu'au fond de lui. Or, le mouvement des bébés nous dérange pendant les lectures, voire, puisque nous l'interprétons la plupart du temps comme une marque de désintérêt, voire débouche sur le fait que cet enfant-là est privé de lecture. C'est-à-dire qu'on lui dit, si ça ne t'intéresse pas, voilà, soit on le lui dit, soit on le pense, on ferme le livre et on se dit, cet enfant-là, non, je vais attendre qu'il soit plus grand, qu'il ne bouge plus. Mais si vous réfléchissez un moment, dans tous les domaines de la vie, un bébé qui ne bouge pas, c'est un bébé qui nous inquiète. Mais curieusement, quand on leur lit des livres, ce sont ceux-là qu'on considère comme les lecteurs les plus adéquats. Et donc, nos petits lecteurs préférés ne sont peut-être pas nécessairement les seuls. Je dis le préféré, bien sûr, c'était infiniment plus confortable de raconter une histoire à un enfant qui vous écoute avec les paupières battantes et la bouche en cœur. C'est très inconfortable de raconter des livres à des petits-enfants qui ont tous ces comportements particuliers liés à leur âge que nous aborderons aujourd'hui. Alors, l'association Accès, dont je vous parlerai encore aujourd'hui, parce que moi j'ai vraiment beaucoup de liens avec eux et beaucoup aussi à la fois d'admiration et de reconnaissance pour le travail que Accès a fourni d'observation des bébés lecteurs. Et quand je dis reconnaissance, c'est parce que, vous savez, quand on parle de bébé, il n'y a rien à faire, on ne peut jamais vérifier. On ne peut quand même pas toujours... on ne peut jamais être sûr que ce qu'on dit est exactement ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas le dire, c'est bien parce que tu as pensé que ceci, non. Il n'y a pas moyen de passer par là. Donc, le travail d'observation que Accès a fait depuis plus de 30 ans maintenant, et de consigner ces observations, a permis de récolter une formidable banque de réalité de ces comportements des bébés, et donc d'affirmer que ce n'est pas l'effet du hasard, et qu'effectivement, un enfant qui s'assied sur un livre, par exemple, peut vous signifier par là que c'est le livre que vous voulez que vous lui racontiez. Parce que, or, c'est le dernier auquel on va penser. C'est assis dessus. Mais si vous y réfléchissez une petite seconde, c'est le meilleur moyen de ne pas se le faire piquer par les copains. Donc, ils font des choses comme ça, tout à fait surprenantes. Alors, bien sûr, surtout le mouvement. Accès a permis de dire qu'on sait maintenant que des enfants qui ne se sont même jamais approchés d'un livre qu'on leur raconte, jamais approchés de l'image, sont de ces enfants qui peuvent être dans un coin de la pièce pendant qu'on raconte une histoire, en train de taper sur un petit établi avec un marteau, et si le lecteur change un mot du texte, suspend son geste.
cet enfant-là ne s'est jamais approché de l'image, mais connaît mot à mot le texte du livre. Vous avez des enfants qui s'attachent, et je vous parlerai beaucoup de ça aujourd'hui parce que je suis devenue moi-même très attachée à la lecture du texte, avec beaucoup de précision. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous, la plupart, avaient une expérience plus étendue que celle des petits, puisque vous n'êtes pas ces lecteurs, ces personnes de crèche de la petite enfance, par exemple, là, qui sont surtout avec les tout petits, mais vous savez très bien à quel point les enfants sont attachés au texte des livres. Et en tous les cas, dans le cadre familial, quand un livre est lu et relu, vous changez le texte, ou bien un soir, vous expédiez un peu le bazar, vous allez vous faire remettre à votre place, mais c'est pas ça qu'il y a écrit. Mais lis, parce qu'ils mémorisent le texte écrit. Et chez les plus grands, c'est quelque chose, c'est important de se rendre compte de ça, parce que en réalité, lire le texte tel qu'il est écrit, c'est d'abord permettre à l'enfant d'accéder à quelque chose de, d'ailleurs, intrinsèque à ce que c'est la lecture, et qui est très très bienfaisant à la fois dans leur développement et ce que ça leur apporte, et à la fois dans leur approche de ce que c'est que lire, c'est-à-dire la permanence du texte. On ne lit pas n'importe quoi. Lire, c'est se plier à une loi. Et l'adulte est plié à cette loi aussi. Et après tout, lire, quand on a été familiarisé à cette permanence du texte, c'est extrêmement rassurant, parce qu'au moment d'apprendre à lire, ils accéderont beaucoup plus vite à cette réalité. Après tout, lire, ce n'est pas si compliqué que ça. On a dans notre alphabet 26 lettres, quelques-unes mises ensemble, quelques-unes d'entre elles mises ensemble font un son supplémentaire, mais en gros, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas d'apprendre tout par cœur. Voilà. Moi, j'ai une formation d'orthophoniste parmi d'autres, et je peux vous dire que pour les enfants dyslexiques, par exemple, c'est extrêmement rassurant d'avoir approché cette réalité-là. Parce qu'un enfant dyslexique, au départ, pense qu'il faut tout apprendre par cœur, puisque son rapport entre la graphie et le son qui est produit par la graphie est entaché par sa dyslexie. Voilà. Mais même sans du tout ce cas extrême de la dyslexie, pour tous les enfants, c'est quelque chose d'important d'avoir approché ça. Et par ailleurs, c'est aussi faire l'expérience de quelque chose de stable. Et il le réclame. Et c'est quand un enfant qui vous reprend quand vous changez un mot du texte, il vous réclame ça, il réclame cette stabilité. Et les tout petits s'attachent à ce plaisir de cette portion de texte écrite, souvent rythmée, musicale, parfois même rimant, que la lecture par papa, maman, mamie, papi, nounou, de ce texte, de livre, toujours le même, va lui permettre d'approcher. Et c'est très... Les enfants aiment à la fois le mouvement et la stabilité. Et donc découvrir que ce même livre-là, dans la voix de maman, ou dans la voix de papa, dans la voix de mamie, dans la voix de papy, il va y avoir... C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même la même chose. Et je pense par exemple aux enfants, mais c'est de plus en plus le cas même chez des enfants tout petits maintenant, qui passent une partie de leur vie ou de leur semaine avec maman et papa séparés, emporter son petit livre avec soi. Dieu sait si ça m'est raconté. C'est presque aussi important qu'un doudou souvent. Et il suffit de faire, même avant de parler, de faire ce petit geste, montrer le livre et faire et se faire raconter le livre avec le texte tel qu'il est écrit. C'est une grande bienfaisance pour les enfants. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que, en particulier pour les tout petits, et alors a fortiori pour les bébés, la plupart du temps, on ne lit pas le texte qui est écrit. Et j'ai fait ça aussi. Je me souviens avoir été, à mes débuts de maman, je pense être plus encline à décrire l'image qu'à lire le texte. Or, je suis maintenant absolument convaincue que les petits enfants, les tout petits, rentrent dans la lecture d'abord avec leurs oreilles. C'est d'abord la musique que fait la langue. C'est d'abord
petite portion de langage qui vient qui va lui être proposée et surtout répétée encore et encore et qui vient faire contraste avec cette bouillie de mots dans laquelle ils sont, cette galaxie volubile qui les entoure. Parce que, alors, on sait maintenant à quel point un enfant peut apprendre plusieurs langues, parfois même 2 ou 3, enfin 2 certainement, mais parfois même 3 ou même 4 langues conjointement, avec une efficacité complètement incroyable, mais ils ne viennent pas au monde avec la connaissance de toutes les langues du monde. Ils sont d'abord dans un environnement de mots dont petit à petit ils vont, et beaucoup plus vite que nous si on s'y met plus tard, ils vont retirer des enseignements qui vont faire qu'ils vont se mettre à parler. Mais voilà, avant 2-3 ans, d'ailleurs, un enfant rentre dans la langue de façon très syllabique et très embryonnaire. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il récolte un succès fou avec ça. Moi, je suis dans un pays où il y a 2 langues et où l'enseignement du néerlandais est une véritable catastrophe, et inversement dans l'autre communauté, malgré des années et des années de listes de vocabulaire dithyrambique que j'ai passé de nombreuses heures à faire réciter à mes enfants. Mais quand on va à la mer du Nord et qu'on leur dit d'aller acheter un pain en flamand, il n'y a pas un mot qui sort. Mais pourquoi ? mais tous les mots, ça fait depuis qu'ils ont l'âge de 8 ans, tous les mots qu'ils ont essayé de prononcer, on les a rabroués. Parce que dans le cadre scolaire, on ne peut pas faire une faute, on ne peut pas faire une erreur, on ne peut pas prononcer les mots à moitié ou au quart ou même au 10e comme le fait un bébé, qui quand il dit bar, toute la famille s'exclame, et selon ce que celui qui l'écoute, on lui donne plusieurs interprétations. S'il est dans le bain, on dit ah, il a dit bain. Si Joanne n'a pas, on dit ah, il a dit balle. Si c'est devant maman, elle dit oh, c'était presque maman, je pense qu'il a dit maman, etc. Donc il récolte un succès extraordinaire avec ses balbutiements. Et ça lui donne vachement du cœur à l'ouvrage. Et la lecture des livres vient à ce moment-là, d'une façon magnifique, permettre à l'enfant de faire des petits arrêts sur son, on dirait des arrêts sur image, des arrêts sur son, d'avoir ces petites portions de langue et de se les faire répéter et de les associer à une image qui plus est. Ce qui va intéresser certains prodigieusement, dès le début, et d'autres pas. Vous savez que, vous ne savez pas, mais moi je vous le dis parce que ça peut vous arriver, il y a des bébés qui pendant de très longues semaines regardent les lèvres de celui qui prononce le texte, sans jeter un moindre coup d'œil à l'image. Et j'aime bien de dire ça, parce que Dieu sait si ça c'est quelque chose qui peut priver un enfant de lecture. Parce qu'un enfant qui vous regarde mais qui ne regarde pas l'image, à un moment donné vous dites oui mais bon, ça ne l'intéresse pas, ou bien vous avez même envie d'aller lui coller le livre sur les yeux pour qu'au moins il regarde ce que vous êtes en train de faire, alors qu'en fait il s'agit là sans doute d'un enfant qui probablement au-delà de son âge de tout petit sera plus un auditif comme on dit, ce sera probablement son geste mental préféré, encore que voilà, ce sont des choses qui ont beaucoup dans les années 70, c'était les années 80 plutôt, été approchées, étudiées, mais dont on sait maintenant qu'elles sont plus subtiles que ça et qu'en fait c'est un peu un ensemble. Mais voilà, donc vous avez des tout petits pour qui c'est à ce point le texte du livre qui les intéresse, et surtout cette voix, et d'où vient-elle, qui les attache à ce moment de lecture, qu'ils ne regardent même pas l'image. Et c'est important de le dire parce que je pense quand même que quand on pense à chercher un livre ou à choisir un livre pour un petit, on a un peu évoqué ça avec les quelques-uns d'entre vous avec qui j'ai échangé tout à l'heure pendant le temps du gâteau, du délicieux gâteau. Ça y est, je ne sais plus ce que j'allais dire. Qu'est-ce que je disais? Oui, je ne sais plus. En tout cas, je fais ce que j'ai. Le bébé qui regarde les lèvres. Vous êtes, merci, oui, là, je vous ai, mais c'est pas, j'ai perdu le fil. Ça m'arrive parfois. Mais
bref, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais je vais revenir sur cette insistance que je manifeste avec le texte. Et quand je vous dis que j'en ai acquis la conviction, c'est vraiment en le vivant. Parce que, en fait, pendant très longtemps, certains m'ont peut-être déjà vu, enfin, non, je ne sais pas, mais je me promenais avec un grand tapis que j'avais fabriqué autour du livre Ça va mieux, qu'on vous a présenté ce matin. Et c'était voilà, c'est 2 grandes maisons, c'est un grand tapis de 2 mètres sur 3, avec 2 grandes maisons derrière des fenêtres desquelles on découvrait les images de Ça va mieux. Dans la maison jaune à gauche, c'était les mêmes images que dans le livre, et dans la maison droite, j'avais modifié les images que j'avais imprimées sur tissu pour que en fait, le bébé soit pas encore consolé. Donc il n'avait pas encore son petit pyjama, il n'avait pas sa tutute, il n'avait pas son... Et donc on allait avec les bébés, je faisais une lecture toujours du livre d'abord, et puis une sorte de petit atelier d'écriture, si vous voulez, adapté aux bébés, c'est-à-dire à leur attachement à justement une motricité qui décuplait un peu le plaisir de la lecture, et on allait consoler les bébés nous-mêmes. Alors maintenant, je ne me promène plus avec ce tapis, d'abord parce qu'il est lourd, et deuxièmement parce que, en fait, je me suis rendu compte, enfin, je me suis de plus en plus attachée à la rencontre avec les parents, qui souvent m'est proposée quand je vais en bibliothèque, par exemple, et à la nécessité qui est devenue impérative pour moi de ne pas donner l'impression aux parents que la lecture avec leur bébé demande tout cet artifice-là, et qu'en fait le livre suffit. Et bon, là, je pense que vous n'êtes pas vraiment amené à faire des lectures avec des parents. Non, hein, pas vraiment. Et donc ça vous concerne pas de cette façon-là, mais par contre, insistais sur ce qui est devenu pour moi vraiment important, c'est rester sur cette simplicité, en fait. Ce qui peut se passer entre un livre et un bébé ne nécessite pas de décorum. La lecture, je la conçois comme ça, vraiment intrinsèquement, c'est, et je pense que ça doit le rester, une activité secrète, intime. C'est une rencontre avec un texte. Et nous, adultes, ça se fait naturellement, puisque bien sûr, quand on lit un livre, on est avec nous-mêmes et le livre. Et probablement d'ailleurs que moi, je vis ça très fort comme auteur. Moi, je fais un livre, mais c'est vous qui lui donnez vie. Et déjà, vous, comme adulte lecteur, bon, en principe, vous êtes équipé, hein, je veux dire, vous voyez à peu près où je veux en venir. Mais un bébé, devant un livre comme moi je les propose, je sais maintenant à quel point il est, comme nous, devant un précis de physique quantique ou je sais pas, un livre sur la dérive des continents, enfin quelque chose de particulièrement complexe, en tous les cas, suffisamment pour que nous ayons probablement à le relire plusieurs fois pour arriver jusqu'au bout, voire n'y arriver jamais. Et c'est nécessaire aussi pour les petits. Donc vous connaissez évidemment ce fameux « encore », qui peut vous lasser jusqu'à l'os, et qui pourtant a toute sa richesse, bien sûr. Tant qu'un enfant dit « encore », c'est que ce livre lui apporte quelque chose. C'est qu'il n'en a pas fait le tour. Et là où, effectivement, vous, surtout mes livres, parce que quand même ça ne va pas chercher très loin, s'il s'adresse aux tout petits, quand vous avez feuilleté les 14 ou les 24 pages que je vous propose, vous avez compris ce que je veux dire, mais un petit peut avoir besoin de très très nombreuses lectures. Et peut-être d'ailleurs qu'à travers ces mêmes très très nombreuses lectures, vous aurez toujours eu l'impression, vous, de lui lire le même livre, mais qu'il aura fait dans ce livre-là de multiples voyages. Parce que nous savons le livre que nous leur lisons, mais nous ne savons pas le livre qu'ils se racontent à eux. Et donc j'ai de multiples
expériences vécues qui m'ont prouvé à quel point ça peut être tout à fait autre chose que ce qu'on croit. Et peut-être je peux vous en raconter une petite anecdote comme ça avec le livre Parti qu'on vous a raconté ce matin. On va le remettre ici, attendez. Ouais, c'est pas ça, attendez. Ça prend un petit peu de temps pour tomber sur le bon, mais ça vaut la peine. Donc en fait, Parti, c'est un livre que je vais vous raconter comment j'ai eu envie de le faire. Ça vous dit que je vous raconte ça? En fait, c'est une petite histoire vécue. Attendez, il est là, et c'est celui-là. Il n'y a pas la couverture, mais en fait, c'est une petite histoire vécue, Parti, qui m'est arrivée. Présentation, affichage, plein écran. C'est quelque part, plein écran? Oui, voilà. Hop. Voilà. En fait, donc j'ai 5 enfants et 4 petits-enfants. Et donc c'est ce que je vais vous raconter qui m'a fait faire ce livre Parti. C'est passé avec mon premier petit-fils qui a maintenant 6 ans. Et il avait 1 an. Et voilà, c'est un petit bonhomme qui habite, il habite Bruxelles. Et moi, j'habite à une quarantaine de kilomètres de Bruxelles, plutôt dans la campagne. Et lui, il habite en ville. Donc là, vraiment, à 1 an, venir chez nous, c'était très, très, très excitant. Les vaches, les escargots, le chien du promeneur, enfin, toutes sortes de choses à haute valeur ajoutée. Et donc, j'étais partie faire une petite promenade avec lui sur un chemin de campagne. Et c'était au début du printemps, à un moment où les arbres n'étaient pas encore trop feuillus, et on a avisé un petit oiseau sur le bord du chemin qui se balançait sur une branche. Et voilà. Et puis, ce petit oiseau faisait en fait des petits cuis. Et moi, je répétais cuis. Et on avait l'impression que je conversais avec l'oiseau, mais c'était moi qui le répétais, pas l'inverse, évidemment. Mais donc, après quelques petits échanges langagiers entre ce petit oiseau et moi, il s'est envolé. Et voilà, puis moi, j'allais pousser la poussette pour continuer la promenade. Et puis, j'ai arrêté mon geste parce que j'ai vu mon petit-fils qui gardait les yeux arrondis, là, vraiment, mais fixé sur cette branche désormais vide, puisque l'oiseau s'était envolé. Et il était là, donc j'ai arrêté, et puis l'oiseau, enfin, la première fois je suis pas sûre que c'était le même évidemment, mais après oui, parce que on le suivait des yeux, et en fait il sautait de branche en branche, et parfois il disparaissait un peu dans le feuillage, et puis il revenait tout de suite se poser sur l'autre branche, et donc ce petit oiseau, il est revenu, et donc j'ai repris la conversation là où nous l'avions laissé, donc en faisant des petits cuis. Et puis l'oiseau s'est envolé à nouveau, et donc moi j'ai juste commenté, j'ai dit « Oh, il est parti, au revoir oiseau !» Et puis j'ai quand même, après 2-3 petits sauts de branche en branche, risqué mon va-tout, et j'ai dit « Oh, il va revenir !» Puisque j'avais bien vu que cet oiseau avait des chances de revenir, donc j'ai pris un risque qui était couronné de succès, puisque le petit oiseau, effectivement, partait et revenait. Et moi, je ne faisais que répéter. En fait, chaque fois que l'oiseau revenait, je disais « Ah, le voilà, bonjour oiseau !» Et puis après il partait, et puis je disais « Ah, il est parti, au revoir oiseau, il va revenir !» Et puis voilà. Et à un moment donné, on est resté au moins 20 minutes, mon petit-fils et moi, comme ça. Il était dans une jouissance absolument palpable de voir ce petit oiseau qui partait, qui revenait, qui partait, qui revenait, qui disparaissait, qui revenait. Et moi, je me suis entendue, en fait, à un moment donné, lui faire littéralement la bande-son de ce qu'on leur dit tous les jours. Quand on les quitte le matin à la crèche, maman est partie, papa est parti, il va revenir, elle va revenir. Sauf que quand on a 1 an, c'est très long, toute une journée. Et que là, le plaisir palpable de ce bébé venait du fait qu'il n'avait pas le temps d'oublier l'image, l'image mentale de l'oiseau lorsqu'il n'était plus sous ses yeux, que le voilà réapparaissant sur la branche. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ça. Mais vous voyez, parce que l'un d'entre vous m'a posé tout à l'heure la question combien de temps je mets pour faire un livre. C'est une question qu'on me pose très souvent, à laquelle j'ai du mal à répondre parce que c'est tout. En fait, c'est entre le moment où une idée germe et le moment où le livre va devenir. Je vais commencer à dessiner. Il peut y avoir de très nombreuses années. Donc ici, le petit oiseau, j'étais en train de faire autre chose, donc j'ai travaillé sur un autre livre, puis j'y suis revenue quelques mois plus tard. Je vais continuer à vous raconter
comment il est devenu ce livre-là, mais je sais qu'on vous a raconté aussi Fil à fil ce matin avec l'araignée. Et l'araignée, c'est un livre qui est trotté dans ma tête, c'est le cas de le dire, pendant 6 ans. J'avais été interrogée par une journaliste à la radio à propos du livre Tous les petits, qui est, c'est pour ça que je cherche quand même, parce que ce matin on vous a montré le livre par avant, Là c'est moi, hein, Dominique vous a montré, et Là c'est moi, en fait c'est vous pouvez encore le trouver dans certaines bibliothèques, mais ça fait presque 10 ans qu'il n'est plus disponible. C'est un des rares livres que j'ai fait chez Albin Michel, j'ai fait 5 livres chez eux. Maintenant mon éditeur est vraiment exclusivement l'École des loisirs, enfin la collection pastel de l'École des loisirs. Mais lorsque j'ai récupéré mes droits, j'aimais beaucoup ce livre-là, Là c'est moi. Je l'avais fait avec mon petit bébé, ma dernière enfant, quand elle était toute petite, et ça a marqué véritablement un tournant dans ma vie d'auteur. Ce moment-là où j'avais, c'est vrai, ma petite souris de laboratoire, mon mari disait ce n'est pas ta souris de laboratoire, mais j'avais ce petit bébé à la maison, c'était la 5e, je savais qu'on allait casser le moule et que ça allait quand même être la dernière, et donc je me suis dit je vais m'arrêter de travailler, et puis en fait j'ai assez vite recommencé à peindre parce que c'est un bébé qui dormait vraiment toute la journée, et alors ça s'est gâté après, hein. mais toute petite, elle dormait beaucoup, et donc c'était parfait. Donc j'ai repris mes pinceaux, et c'est vrai que je me suis dit, ben, je vais voir ce qui allume des étoiles dans ses petits yeux. Et c'est pour ça que ce livre est devenu un paravent. Là c'est moi que j'ai fait à ce moment-là, et celui-ci qui l'a suivi, puisque quand j'ai récupéré mes droits, j'ai surtout, je me suis dit j'ai vraiment envie de refaire un paravent, mais j'avais tellement de nouvelles choses à mettre dans un paravent, un livre paravent, que j'en ai fait un autre. Donc celui-ci par contre il est disponible avec d'un côté des visages comme vous l'avez vu de l'autre côté, et de l'autre côté des images contrastées entre le noir et des couleurs vives, mais un peu plus figuratif que les images au dos de Là c'est moi, qui étaient seulement un damier, des lignes, des poids, des carrés. Ici, j'ai donc vraiment 2 propos différents. Je vous en parlerai peut-être encore un peu après, mais je vais terminer quand même, sinon vous allez complètement me perdre. Donc, mais je suis comme ça. J'espère que je vous endors pas trop. C'est compliqué. Et il y a eu un moment dans ma vie de saltimbanque comme ça, où je viens vous raconter que je veux partager avec vous, où je me suis dit, Jeanne, c'est plus possible, non, il faut que tu te cadres, ça va pas. Et j'ai essayé, mais ça marche pas. C'est impossible. Et alors je me suis un peu pardonnée à moi-même, c'est peut-être à tort, hein, mais en me disant, mais en fait, je suis un auteur, d'abord, même si j'ai envie de partager avec vous tout ce que j'ai découvert sur les bébés. C'est d'abord au titre que je suis auteur de livres pour les tout petits que je suis ici parmi vous, et ma pensée est tentaculaire, et ça vraiment je suis comme ça, et c'est avec ça que je fais des livres en fait. Je sais ni où ça commence ni où ça s'arrête, mais je vais quand même essayer de vous permettre de me rattraper. Donc disais-je, j'ai fait ce livre auparavant avec mon bébé, et ça a marqué un tournant dans ma vie, parce que si c'est devenu un paravent, c'est parce que en réalité j'avais pas l'intention de faire un paravent. Je voulais faire un livre, mais je voulais voir quels étaient les dessins ou les images que je pouvais lui proposer qui l'intéressaient. Et donc j'ai disposé simplement mes dessins calés par des coussins autour de mon petit bébé couché par terre, ce que j'ai dessiné au dos de Là c'est moi, et qui est de nouveau, on retrouve de nouveau ici à la première page du nouveau paravent. On voit un tout petit bébé, enfin bon là, il faudrait une fois que j'ai ces images en plus grand, mais on voit un tout petit bébé couché avec le livre autour d'elle. Et donc ce que j'ai observé là, vraiment, je m'attendais absolument pas à ça. Alors, principalement 2 choses. Trois. D'abord que une partie de ce que j'avais pensé qui allait l'intéressait pas du tout. Donc, à savoir, j'ai fait des grandes images, mais j'avais pensé d'abord faire un peu des objets ou des éléments de la vie, de l'environnement d'un petit dans sa famille, hein, des objets associés à un son. Voilà, je fais des grandes images comme ça.
ça ne m'intéressait pas du tout. Par contre, j'avais mis les couvertures des caches-à-trous qui étaient déjà faits à l'époque, et parce que j'avais à cœur de ne mettre que des choses que j'avais faites moi-même, mais aussi des choses qui étaient déjà faites, dont les petits caches-à-trous qui étaient là, comme ça, à sa hauteur, puisqu'elle était couchée par terre. Et aussi, c'était une autre des propositions que je m'étais faites, des images abstraites. Donc, que j'ai gardées dans la CMOI, puisqu'on vous a montré tout à l'heure, vous avez peut-être retenu, mettre des lignes, un damier, des choses comme ceci, qui sont des non figuratifs, si on veut. Hein, voilà, comme ça. Et voilà. Et moi, donc, j'ai observé ce tout petit bébé. Parce que quand je dis tout petit, elle avait 5-6 semaines. Hein, donc, c'est vraiment un tout petit bébé, hein, toute petite. Et alors, donc, de toute évidence, je ne m'attendais pas du tout à ça, elle choisissait des images plutôt que d'autres. Et donc, son regard glissait sur certaines et s'arrêtait sur d'autres. Et en particulier sur les visages, les couvertures des caches-à-trous et les motifs abstraits et contrastés. Et je l'ai même filmé, donc vous avez vu l'image avec les rayures jaunes et rouges que je viens de vous montrer là. J'avais observé ça et les 2-3 premières fois je me suis dit non mais c'est pas possible. Et puis j'ai bien vu que c'était pas l'effet du hasard, elle le refaisait chaque fois. Quand elle arrivait sur cette image, elle la regardait longuement et puis à un moment elle plissait des yeux, elle battait les paupières, toute petite, enfin, comme ça. Et en fait, si vous faites ce mouvement des yeux devant une image à rayures comme ça l'anime. Les rayures bougent. Et donc ce bébé minuscule, elle était en interaction avec l'image qu'elle avait sous les yeux. Et ça m'a complètement fascinée. Je me suis dit... je pensais à, vous savez, les catalogues comme ça qu'on édite dans les expositions sur l'art abstrait. Puis j'avais ce tout petit bébé, cette espèce d'approche brute de l'image, de la couleur, des contrastes. Voilà, c'était vraiment interpellant. Ça m'a engagée à faire le versant abstrait de la CMOI et de refaire du coup, alors cette fois-ci pas abstrait, mais de jouer sur les contrastes. La même chose dans ce livre-ci, vous avez une face qui est, si pas abstraite en tous les cas, pour nous, mais elle l'est pour un bébé. C'est-à-dire que par exemple ici je dis rose bonbon, miam c'est bon, je crois qu'elle est là l'image, hein. Rose bonbon, miam c'est bon, pour un bébé, il ne sait pas que c'est un bonbon. Et vous avez vu, je n'ai utilisé que le noir, le rose et le blanc, et ça va être tout un programme, un cheminement pour un bébé de découvrir petit à petit, de lecture en lecture, entre 0 et peut-être 3-4 ans, de voir émerger ce qui est l'image et ce qui est le texte, par exemple. Donc ici, j'ai travaillé d'ailleurs avec Olivier Douzou à ce moment-là sur le lettrage de ce texte-là, où c'est lui qui a fait le lettrage sur ces pages plus abstraites, là où moi je l'ai fait, parce que je fais toutes mes lettres à la main, persuadée que je suis, enfin dans certains de mes livres, dans le cas ici, persuadée, convaincue que je suis, que pour un bébé, la lettre c'est une image. Et ça fait partie de l'image. Dans partie, d'ailleurs, je vais vous montrer, on va voir cette image-là tout de suite. Voilà, dans cette image-là, vous voyez, les lettres sont comme des petits oiseaux qui s'envolent dans le ciel. Et j'ai dû batailler un peu avec le... Je sais pas si on le voit, avec le photograveur chez Pastel, parce que, bon, maintenant, on est deux vieux amis, hein, mais on se dispute un peu. Parce que moi, j'ai j'approche, si vous voulez, de façon vraiment sensible cette rencontre entre la lettre qui fait partie de l'image et le bébé. Et lui, c'est pas du tout son métier, il fait de la mise en page de texte, mais vous imaginez bien que... imaginez qu'ici, à la place d'avoir ces petites lettres qui s'envolent comme ça, on aurait eu ce qu'on appelle un pavé texte, c'est-à-dire, c'était pas pareil. Et quand moi je lis ce livre, je le vois, j'arrive là et je dis, l'oiseau est parti, il va revenir. Et c'est la première fois, vous avez vu, on est dans le rouge jusque-là.
Et soudain, ça change, ça s'inverse. Et c'est le moment où l'oiseau s'en va, l'oiseau n'est plus là. Et on est littéralement jeté dans le vide. Ce passage du rouge, qui est la couleur de l'intime, la couleur de l'intérieur. Voilà, comme l'a dit un jour Marie Bonafé, paraît-il, en parlant de mes livres, on me l'a dit, on me l'a rapporté, c'est la première couleur que le bébé voit à l'intérieur du ventre maternel. Et voilà, et puis on est jeté dans l'immensité du ciel, et je les vois, ils sont là, et ils cherchent dans ces petits oiseaux, enfin ces petites lettres qui sont comme des petits oiseaux.